Éric Revel, j'en ai oublié parce que là, j'en ai cité une petite dizaine. Le retour de la taxe d'habitation, merci alors ça, beaucoup. c'est important. Mais ça, s'ils nous le font le coup, alors après avoir augmenté la taxe foncière, on est bien là. Alors, je vais vous dire, bon. Et après, on ira à l'Assemblée. Parlez pas trop longtemps. 489 taxes et impôts en France. Il y a des taxes sur tout. Hein. Mais là, ce qui s'est passé à la Commission des Finances dirigée par Éric Coquerel est absolument hallucinant. Je pense que Michel Barnier a eu la bonne formule. Elle est amusante, elle devrait être un peu plus grave, mais dans le JDD, il a donné une très longue interview. Et il dit, il y a eu un concours l'épine fiscale. Il a tout à fait raison. Je vais prendre 2 exemples pour être très court. Assurance vie. Si vous taxez l'assurance vie, d'abord, c'est une révolution sur l'épargne française. Ça fait des années que les gouvernements veulent taxer l'assurance vie. Il y a 1920 milliards d'euros. Mais il y a plein de gens, des petites gens qui donnent quelques milliers d'euros, ou peut-être pour les plus nantis, quelques dizaines de milliers d'euros. Le panier moyen d'assurance vie, c'est pas des gens qui lèguent 1 milliard d'euros. Je crois qu'il y a 42% des Français qui ont une assurance vie. C'est le chiffre officiel de l'INSEE. Mais regardez l'incohérence du truc. Si vous tapez l'assurance vie, au-delà que c'est une révolution de l'épargne, et je ne sais pas si les Français supporteraient ça longtemps, mais en fait, l'assurance vie, ça sert à quoi? Ça sert à financer la dette à hauteur de 25%. En fait, ça sert à financer la transition écologique et ça sert à financer un certain nombre d'entreprises. Donc si vous taxez l'assurance vie, il risque d'y avoir une décollecte. Et donc on aurait un problème supplémentaire. Et je rajoute sur la taxe d'habitation, vous avez mis le doigt sur le truc, mais alors là on se ferait avoir à l'aller et au retour, parce que la suppression de la taxe d'habitation, les collectivités locales vous ont dit nous on n'a plus les moyens, donc on augmente la taxe foncière. Donc je réagis. On vous rétablit la taxe d'habitation et on vous laisse la taxe foncière à la hauteur où elle est. Mais c'est un scandale, c'est un hold-up. C'est un jeu de dupes. Tout le monde sait les Français sont les dupes. Oui, mais tout le monde sait qu'à la fin, il n'y aura pas ça. La stratégie du gouvernement, c'est de dire on laisse le débat se dérouler à l'Assemblée. Vous pouvez me dire là que la taxe d'habitation, elle ne reviendra pas? Ah non, oui. Moi, je ne vous crois pas une seconde. Je suis quasiment sûr que dans le budget, parce qu'en fait, comment ça va se passer? Dans l'hémicycle, ils vont remettre les taxes, mais à la fin, le gouvernement dira stop. 49.3. On arrête 49.3 sans ces taxes-là. Vous verrez. Et apparaîtra comme les gens qui... Sauf si effectivement c'est une des conditions pour que le Rassemblement national ne fasse pas tomber le gouvernement. Mais je vois mal le Rassemblement national demander à ce qu'on remette la taxe d'habitation. Non, mais je ne vous dis pas là tout de suite. Mais elle reviendra. Non, mais la taxe d'habitation reviendra. La taxe d'habitation, elle existe toujours. Elle existe toujours. Enfin, on peut toujours... Mais là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement laisse les oppositions se lâcher pour montrer leur irresponsabilité. Et à la fin, il va siffler la fin de la récréation en disant stop. Avant qu'on continue, juste Élodie Huchard nous attend à l'Assemblée nationale avec Olivier Gangloff. C'est là ce soir que ça commence, cette fameuse étude du budget, Élodie, cette épreuve du feu pour le gouvernement Barnier? Exactement, Laurence, c'est à 21h30 que les députés vont enfin débattre du budget en séance publique. Il y a d'abord une motion de rejet déposée par la France Insoumise, mais les discussions auront bien lieu. On rappelle le double objectif, martelé sans cesse par le gouvernement. D'un côté, faire 60 milliards d'économies, de l'autre, ramener le déficit à 5% du PIB d'ici à 2025. Problème, l'opposition déjà explique que ce budget ne serait pas sincère. On rappelle l'équilibre présenté par le gouvernement. Pour faire 60 milliards d'économies, on augmente les impôts à hauteur de 20 milliards chez les particuliers ou les entreprises les plus riches et on taille dans les dépenses à hauteur de 40 milliards. Le problème, c'est que pour l'opposition, ça n'est pas si simple. Ils s'attendent justement à beaucoup plus de hausses d'impôts. Ils ne laisseront pas passer. Il faut comprendre aussi que dans la majorité, c'est compliqué d'aller chercher des voix. Michel Barnier, à midi, déjeunait avec Gabriel Attal. Demain matin, il va recevoir les présidents de groupe du fameux socle commun. Et puis, le Parlement, avec l'Assemblée et le Sénat, aura 40 jours pour discuter de ce budget, pour étudier les quelques 3496 amendements précisément. 40 jours au mieux, puisque vous en parliez avec vos invités, Laurence, et on a commencé à s'y habituer sur le budget. Michel Barnier pourrait évidemment, en cas de blocage, dégainer un 49.3. Merci, ma chère Élodie Huchard avec Olivier Gangloff. 40 jours, une quarantaine, mon cher Alexandre Devecchio. Mais en attendant, on sait qui va passer à la caisse. Oui, mais je suis assez d'accord avec François Pupponi. On est dans un jeu de dupes. Ce qui est important, c'est pas tant la mise en scène de LFI, qui d'une certaine manière est l'idiot utile du gouvernement dans cette histoire, puisqu'ils sont tellement radicaux qu'ils font apparaître Michel Barnier pour quelqu'un qui nous épargnerait. Alors c'est pas du tout le cas. Il y a des augmentations d'impôts venant du gouvernement actuel. Donc effectivement, on sait que ça va se finir en 49.3. Ce qui est plus intéressant, c'est que va faire l'autre opposition, qui est l'opposition du Rassemblement national. Ils ont expliqué qu'ils allaient présenter un contre-budget. Là, je pense que Michel Barnier serait inspiré
d'écouter ce que le Rassemblement national a à dire, puisqu'ensuite ça se jouera sur une motion de censure ou pas. Écoutons, je ne pense pas effectivement que le Rassemblement national veut plus de taxes. C'est précisément l'inverse. En tout cas, la retraite à 60 ans, tout va bien. Ciblé différemment. Tout va bien. Mais c'est pour ça que ça va être très intéressant, parce que Marine Le Pen joue aussi sa crédibilité. Elle va proposer un contre-budget. On va voir ce qui va en sortir, ce qu'elle propose aussi comme économie. Juste, on écoute Jordan Bardella sur ce thème-là. Il était notre invité ce matin sur CNews et Europe 1. On a un trou aujourd'hui de 50 milliards dans les finances de l'État. Donc, à minima, il y a eu de l'amateurisme. Et au pire du pire, il y a eu de la dissimulation. Et je pense que la Macronie a cherché à dissimuler la réalité des comptes budgétaires pour maquiller en réalité l'incompétence qui aurait été la leur. Mais l'irresponsabilité d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements dans la gestion des finances publiques fait peser sur les générations futures une dette qui est aujourd'hui considérable. Et je pense que des responsables devront être trouvés. Et là, c'était à propos de ce fameux trou dans la caisse qu'on a tous ce qui est parfait, parce que ça fournit un discours au Rassemblement national. Hein, ça fournit un discours au Rassemblement national. Un discours, ils ont raison totalement. Ils ont tort de s'embrouiller, mais sur la proposition et sur le projet de budget, j'avoue qu'on est... on est fondé à avoir quelques doutes. Hein. J'entends, mais moi, je me mets aussi à la place des Français, de ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui se disent, mais jusqu'où ils vont aller sur les taxes ? Mais jusqu'où ils vont aller ? Je blaguais sur les propriétaires de chiens, mais on y viendra peut-être. C'est vrai que les on y viendra peut-être. Comprendre que en commission, on leur dit, les députés ont voté une taxe. Et puis après, la taxe a été supprimée. Là, ils vont passer 15 jours à voter des taxes, tous les jours. Hein. Tous les jours, vous en aurez une. Et après, ça sera annulé. Et les Français n'y comprennent plus rien. Voilà, ils comprennent très très bien. Ils savent qu'à la fin, c'est eux qui vont payer. Oui, non, ça c'est sûr. Donc, à la fin, ils ont tout compris, les Français. De toute façon, on leur très intelligents. C'est sûr qu'ils ont compris. Mais c'est vrai qu'ils ne vont plus rien comprendre des taxes. Enfin, ils savent qu'ils vont payer. Mais en tout cas, ça va être un. Et après, c'est la comédia dell'arte, la politique. On n'a jamais connu ça. Hein. Moi, je suis très partagé sur cette question. Alors, évidemment, il y a eu une mauvaise gestion de l'État, et notamment des différents gouvernements depuis 7 ans. Ça, c'est une certitude. Il y a une commission d'enquête, vous l'avez dit, sur le trou dans la caisse. On verra quelles sont ses conclusions. Et cette commission d'enquête, je pense qu'elle est la bienvenue. Mais néanmoins, s'il y a aussi des trous dans la caisse, c'est parce que les Français, depuis des années, n'ont de cesse de demander de l'argent. Enfin, pardon, mais quand il y a eu la crise du Covid, tout le monde réclamait plus d'argent pour les entreprises. Quand l'électricité a augmenté, tout le monde réclamait un bouclier tarifaire et les Français étaient bien contents, une partie d'entre eux en tout cas, de voir cette hausse limitée précisément parce que l'État engageait de l'argent. Donc cette dette, à un moment, qui a bénéficié à une partie des Français, il faut bien la rembourser. Pardonnez-moi, il y a deux choses. Sur un budget, il y a la partie dépenses et la partie recettes. Donc vous avez raison, les Français, l'État-providence, ils baignent dedans, on leur dit que ça ne coûte pas, que c'est de l'argent magique. Les Français ne veulent pas de la réforme des retraites, ne veulent pas de la réforme de l'assurance chômage. Il y a le problème des recettes. Il va falloir que Bruno Le Maire et les gens qui font des prévisions à Bercy nous expliquent. Oui, mais si. Oui, bien sûr, mais c'est pas le sujet. C'est qu'ils vont nous coller des taxes. Vous avez dépenses et recettes. Maintenant, je vais vous donner mon billet, si j'ose dire. C'est une formule, hein, mais ça ne me coûte pas cher. Je vais vous donner mon billet. Sur les 60 milliards réclamés, annoncés par Michel Barnier, il y aura beaucoup plus de hausse d'impôts et beaucoup moins de réduction de dépenses publiques. Bizarrement. Vous verrez. Vous verrez. In fine, il y aura plus de 20 milliards d'euros. C'est déjà le cas dans ce qui est proposé. Sur les taxes. Non, mais sur les taxes et sur l'ensemble du budget, en réalité, qu'est-ce que c'est le budget de l'État ? C'est quand même pour fonder la légitimité démocratique, l'action du gouvernement. Là où j'ai un problème, j'entends bien sur les questions des différentes taxes et la nécessité forcément à la fin de taxer les Français et qu'on se trouve acculé par finalement ce qui va être voté. Mais j'ai un problème, moi, de vision politique de ce budget. Je crois qu'on a des enjeux, justement, des enjeux d'autorité, des enjeux de fermeté, et des enjeux de relocalisation de nos entreprises, des enjeux en termes d'agriculture, etc. Et j'ai pas le sentiment que l'ensemble du budget est dans ce sens. Le gouvernement a eu 3 ou 4 semaines pour préparer ce budget. Ce sont des gens qu'on voit depuis toujours. Ils ont été aux manettes depuis toujours. On a un Premier ministre qui a été ministre 4 fois. On a un gouvernement qui n'est pas différent. On a un proche d'Emmanuel Macron aux finances. Donc moi, je vois la continuité de la même politique, qui est effectivement une politique de rustine, une politique de mauvais comptable. Mais quand on est un politique, on a le droit d'avoir une vision. C'est pas interdit. En 3 semaines, ça me paraît compliqué. Moi, j'ai un petit désaccord. Peut-être que c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République
que ce projet va être vraiment fait par Bercy. Peut-être. Bah, oui, bon, c'est pas la première fois, ça fait 40 ans qu'on a... Oui, mais combien de fois... Merci. Ils arrivaient toujours merci avec... beaucoup. Ils arrivaient toujours avec... Non, mais Bercy arrivait toujours avec... C'est bien le problème. Des réductions massives de dépenses, et tous les ministres disaient... Allez. Moi, Je vais écouter les Français. Voilà, donc là, on va peut-être pour une première fois baisser les dépenses du maire d'Arcy, parce que les baisser de 40 milliards, on n'y est pas souvent arrivé. Bon, il n'y arrivera pas. Je suis pas sûr. Il n'y a pas de majorité politique pour ça. Il n'y a pas de majorité pour voter une motion de censure. Dit il y a 100 000 fonctionnaires. Non, mais il n'y a pas de majorité territoriale. Vous croyez on va taper dans les collectivités locales, dans les dépenses 500? sociales. On va taper. Moi, je pense qu'ils vont taper. C'est pas ce qu'ils proposent. Qu'en pensent les Français? Revenons aux fondamentaux. Est-ce qu'ils sont prêts à ce que l'on taxe leur assurance vie, les droits de succession? Ça vous a un peu hérissé, mon cher Eric Revel. Vous avez écrit un papier pour l'excellent JD News qui sortira mercredi. Mais on va juste écouter les réactions des Français. Vous êtes prêts ou pas à consentir à des taxes sur ces assurances vie et droits de succession? Écoutez-les. L'assurance vie, pourquoi pas? Si les gens peuvent se permettre de payer un peu plus, ça me choquerait moins que les droits de succession. Symboliquement, c'est un peu plus compliqué d'avoir travaillé, payé de l'impôt et que ses enfants repayent pour avoir simplement un bien qui vous appartient. Les gens mettent de l'argent de côté pour transmettre à leurs enfants, donc je ne vois pas en quoi c'est un scandale. Toute personne normalement constituée a envie de transmettre à ses enfants, qu'il est peu ou beaucoup, il a envie de transmettre à ses enfants. Pour moi, ce serait non, parce que en fait, l'assurance vie, c'est ce qui nous permettra sans doute de faire face à des situations auxquelles on ne s'attend pas forcément dans notre vie. C'est le principe de l'assurance vie, c'est de cotiser soi-même. Donc je pense qu'on est suffisamment taxé. Suffisamment taxé, Eric Revel. Mais oui, parce qu'en fait, c'est la même chose, l'assurance vie et les droits de succession. Mais non, mais parce que l'assurance vie, pourquoi est-ce que les gens donnent de l'argent à leurs petits-enfants ou à leurs enfants grâce à l'assurance vie? Parce que jusqu'à présent, l'assurance vie, si vous vous donnez avant 70 ans jusqu'à un certain seuil, ça bénéficie d'une fiscalité qui est moins contraignante et moins forte que les droits de succession. Mais là, si vous fiscalisez l'assurance vie... C'est combien les droits de succession en France, la fiscalité sur les droits de succession? Vous avez des parts réservataires pour les enfants à 100 000 euros. Ensuite, c'est 40%, je crois. 40%, un peu plus de 46%. Vraiment, pour payer 40% en ligne directe, il faut vraiment avoir une grosse... Il y a une moitié. Il y a beaucoup de succession qui existe. Ce que je veux dire, c'est que c'est une façon, même pour des petits patrimoines... sur le fait de présenter l'assurance vie uniquement par le prisme de... Joseph Massescaron. Mais pas du tout d'accord, pas du tout. Pour plein de gens qui nous écoutent, et je suis sûr que je suis le vrai, l'assurance vie, c'est comme le nom l'indique, une assurance vie. Parce que nous sommes dans une période de plus en plus difficile, où personne ne vient au secours des autres, et surtout pas l'État. Surtout pas l'État. Et cette assurance vie, je suis désolé, c'est pas simplement une question de fiscalité. Non, c'est pas simplement ça. Pour les gens qui nous écoutent. Non, mais vous amassez une assurance vie. Mais non, mais pardon. Joseph. Bien sûr, il y a une... Non, c'est pas contradictoire, pas du tout. Non, mais tu le présentes uniquement sur la question de la fiscalité. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il va y avoir une révolte nécessaire sur ce sujet-là. Parce qu'aujourd'hui, quand personne ne vient au secours des Français, l'assurance vie, c'est le seul secours auquel ils peuvent se consacrer. Voilà, 42% des Français en ont une. C'est pour ça que 42% y ont recours. C'est l'épargne des Français avec le livret A. On vit dans une période quand même où il y a une multiplication des aléas, des signes noirs, de tout ce que vous voulez. Donc oui, l'assurance vie, c'est une nécessité. Allez. Non, mais c'est pas du tout. Je dis la même chose que moi. Pas tous en même temps. Eric Revel, François Pupponi, après on avance. Vous l'amassez pour vous parce que vous avez peur de l'avenir. Oui, il faut être un peu riche quand même. Mais vous vous dites que si vous ne l'avez pas utilisée, vous allez la léguer à vos enfants ou à petits-enfants avec une fiscalité qui aujourd'hui est intéressante. L'amendement de M. Jean-Paul Mattei, MoDem, qui a été adopté par la Commission des Finances, vise à alourdir la fiscalité sur l'assurance vie. Donc bien sûr, vous la collectez pour vous dans un premier temps, parce que vous avez peur de l'avenir, évidemment. Comme le livret A. On fait très peur aux Français, et je peux le comprendre, sur les 20 milliards d'impôts supplémentaires qui sont passés à 60 milliards dans le texte voté par la Commission. Mais les 40 milliards de baisse des dépenses, ça va toucher tout le monde. Moins de services publics. Il n'y aura pas 40 milliards. Ah si, il n'y aura pas 40 milliards de baisse des dépenses publiques. Allez, même 20. Mais même 20. Mais les 20 de baisse de dépenses, ça fait aussi mal que les 20 milliards de dépenses de recettes fiscales. Hein, parce que ça touche tout le monde. Et y compris, ça touche les plus faibles. Quand on décide de baisser les dotations aux collectivités locales, c'est les services publics, par exemple de la petite enfance, dans les communes qui n'auront plus lieu. Et c'est une réalité, il faut baisser la voilure. Et donc ça touche tous les Français. Bon, allez, petite pause, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité, 18h32 sur CNews et Europe 1 avec